Bonjour à tout le monde encore une fois, il est 11h05. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Oliver, je te laisse la main. Bon webinaire à tout le monde. Merci Marie-Alice et bonjour à tout le monde. Alors, on est ici aujourd'hui dans le cadre du projet Renversé, qui signifie rénovation efficiente vers la circularité. C'est un projet cofinancé par l'Europe, donc un programme Interreg, donc qui se situe sur le territoire France-Wallonie-Flandre. Ici, c'est le territoire, c'est vraiment le périmètre du Hainaut historique, donc les Hauts-de-France et le Hainaut belge. Euh, on va parler de l'assurabilité des matériaux de réemploi. Et c'est quand même, la plupart d'entre vous, normalement, ont déjà eu la présentation du projet renversé, mais voilà, c'est pour promouvoir, sensibiliser et former les différents acteurs, tout type d'acteurs de la construction au réemploi des matériaux de construction. Alors, dans le programme du jour, on va commencer par la base de tout, c'est le point de vue légal. Et on va comparer les aspects français et belges et voir quelles sont les approches de chaque côté de la frontière. Ensuite, on va vous parler de comment faciliter l'assurabilité des matériaux de réemploi. On voit qu'il y a plusieurs projets qui ont essayé de tacler ce sujet-là. Quel est le bon timing? Comment faire une bonne concertation entre les différents acteurs? En quoi consiste une requalification des matériaux, des processus de déconstruction? Et alors, on va essayer de parler plus extensivement sur des exemples concrets euh, qu'on va citer plus tard. Et ensuite, on vous donne quelques outils pour aller plus loin. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les inscrire dans le chat et on fera le tour des questions en fin de séance. Les slides seront évidemment envoyés au format PDF à tous les participants de la présentation et ce webinaire est enregistré. Alors, on va pas passer notre temps à lire tout le texte qu'il y a sur toutes les slides parce que des fois, vu qu'on parle de sujets légaux ou assurantiels, c'est un petit peu long. Mais les textes sont là pour que vous puissiez les repiocher dans le webinaire. Et évidemment, il y a toutes les sources qui sont indiquées pour que vous puissiez aller investiguer plus en profondeur par vous-même. Alors, pour ma part, je suis manager économie circulaire chez Retrival. Et disons qu'il y a trois structures qui sont représentées ici par ma personne. Retrival, qui fait des services environnementaux à haute intensité de main-d'œuvre depuis presque 30 ans bientôt. On est entreprise d'insertion socio-professionnelle. On s'occupe du tri et de collecte de déchets, mais aussi beaucoup de curage avec maximisation du réemploi, ce qu'on pourrait aussi appeler la déconstruction. Et Retrival, ce sont les pieds et les bras du Cornormat. Et le Cornormat, c'est notre plateforme physique et digitale de matériaux de construction de seconde main. Nous sommes basés à Charleroi et alors on a aussi un bureau d'études qui est rattaché à Retrival, qui fait les inventaires réemploi et les accompagnements de structures vers la circularité. Je laisse la main à mon collègue Eric, collègue ou presque collègue. Merci Oliver. Je suis Eric Schroeter, je suis chargé de mission à la Fédération Ressources, qui est la fédération des entreprises d'économie sociale actives dans l'économie circulaire, donc en Wallonie à Bruxelles. Les entreprises membres de ressources collectent, trient et valorisent des déchets divers, hein, de plusieurs flux, donc du textile, des déchets d'équipements électriques et électroniques, mais aussi des matériaux de construction. Et Retrival, dont Oliver fait partie, est une des entreprises membres de ressources. Alors, pour commencer, donc pour un point de vue légal, donc on va essayer de détailler ça en France et en Belgique. On va essayer de voir vraiment les principes généraux de l'assurance et les relations que celle-ci entretient avec les pratiques du réemploi dans le secteur de la construction.
Comme l'a dit Oliver, je vais essayer de pas m'attarder et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez poser des questions dans le chat et de toute façon les documents seront disponibles et les liens sont cliquables dans le document que vous allez recevoir, donc pour pouvoir aller plus loin. La logique d'assurance générale, c'est le triptyque assurantiel. Vous le connaissez probablement tous, mais donc c'est l'assureur donc qui assume financièrement les risques pour d'autres, le preneur d'assurance qui contracte une assurance, et l'assuré qui est l'objet ou la personne assurée. Euh, pour le secteur de la construction, une des particularités, c'est ce qu'on appelle la garantie décennale. En Belgique, donc, qui doit contracter une assurance garantie décennale? Donc, c'est les architectes, les bureaux d'études, les entrepreneurs du bâtiment, euh, pour principalement des projets résidentiels. Et la couverture se limite à la solidité, la stabilité, l'étanchéité des bâtiments. En France, c'est plus ou moins la même chose. Pour qui? Donc architecte, bureau d'études, entrepreneur du bâtiment. C'est pour tout type de construction. Et la couverture, par contre, de l'assurance va un petit peu plus loin, puisque au-delà de la solidité, stabilité, étanchéité, il y a également la notion d'impropriété à la destination. Donc on va un petit peu plus loin, ça couvre un petit peu plus qu'en Belgique. Euh, Ici, c'est juste pour que vous soyez au courant, au niveau des assurances en Belgique, une exactitude ou une omission donc, lors de la déclaration d'un projet de construction ou de rénovation n'entraîne pas forcément la nullité de l'assurance. Ce qui est important, c'est le caractère intentionnel ou non de l'omission ou de l'inexactitude. C'est cette intentionnalité ou non qui va déterminer la nullité ou non de l'assurance. Si c'est pas intentionnel, en fait, l'assureur va plutôt proposer une modification, une résiliation éventuellement du contrat. Mais en cas de désordre, il va y avoir de toute façon une intervention de l'assureur. Pas complète probablement, mais une intervention. C'est important parce que on peut avoir peur en fait finalement d'omettre quelque chose ou quoi, mais si c'est pas intentionnel, euh, c'est pas si grave. Voilà, l'assurance continue à fonctionner. En France, c'est plus ou moins le même principe, mais c'est un petit peu plus précisé, c'est-à-dire que au niveau s'il y a omission ou autre, et en cas de désordre, il peut y avoir euh, comment dire, une diminution finalement du remboursement. Par exemple, si l'assureur estime que s'il avait eu connaissance de la pratique qui était mise en œuvre ou quelque chose comme ça, ou avant, ben, il aurait demandé une surprime d'assurance et donc il peut faire un prorata du remboursement en fonction de la prime effectivement payée et de la surprime qui aurait été demandée s'il avait eu connaissance du projet dans son entièreté. Pour le cas du réemploi, en fait, c'est particulier. On entre dans une certaine logique. C'est que dans le secteur de la construction, donc certaines connaissances, expériences sont nécessaires pour estimer les risques, hein, ça pour toute assurance, mais dans le secteur de la construction aussi. Et en fait, ces connaissances, elles font défaut lorsqu'une nouvelle pratique de construction voit le jour. Et le réemploi est actuellement encore souvent considéré comme une nouvelle pratique. Alors, on a vu dans les webinaires précédents que ce n'est pas du tout le cas, mais c'est une pratique qui revient. Donc, pour les assureurs, c'est une nouvelle pratique. Et donc, ils se demandent comment évaluer les risques de cette nouvelle pratique. Et c'est là tout le nœud, on va dire, du problème. Et donc, on va voir maintenant enfin, la manière en fait, d'aborder l'assurabilité en France et en Belgique. Alors pour la France, au niveau du fonctionnement, donc il y a déjà une répartition des risques entre les parties prenantes assurées pour un même projet de construction-rénovation. L'entreprise de construction, l'architecte, le bureau d'études, le bureau de stabilité, etc. Et donc il va y avoir une répartition des risques. Il y a la notion de technique courante et non courante qu'on va voir un petit peu plus en détail juste après. Donc c'est vraiment
l'idée que les techniques courantes, des techniques de construction qui sont éprouvées, qui sont connues, elles vont être directement couvertes par les assurances sans aucun problème, puisqu'elles sont connues, et les techniques non courantes, donc tout ce qui n'est pas connu, donc des nouveaux produits neufs mis sur le marché, des innovations ou autres, vont être dans les techniques non courantes, et le réemploi en fait partie aussi. Donc, ici, c'est pour information, c'est en France, donc tout ce qui est lié aux techniques courantes, non courantes, c'est géré par la C2P, donc la Commission Prévention Produit, qui détermine en fait si une technique est courante ou non. Euh, cette commission, elle édite en fait une liste verte qui recense tous les produits bénéficiant de la qualité technique de technique courante, d'accord? Et cette commission, elle est gérée par l'agence qualité construction. Et donc, pour expliquer rapidement le tableau, ben, on voit finalement que en technique courante sont inclus toute une série de matériaux et autres qui sont régis par des normes, par des recommandations professionnelles, par des règles professionnelles, et que finalement, euh, pour le réemploi, on n'a pas encore grand-chose qui est en technique courante. En France, il n'y a que un seul matériau de construction de réemploi qui a basculé en technique courante en 2024, c'est les structures métalliques. Parce que un travail a été fait de la part de la fédération, en fait, hein, finalement, des structures métalliques. Donc, c'est le CTICM. En France, ils ont produit un protocole, en fait, finalement, qui a permis à la commission prévention produits de valider le réemploi des poutrelles métalliques. Et donc, les poutrelles métalliques, c'est tombé en technique courante. Voilà, sous certaines conditions, etc. Mais on voit que ça évolue et que ça va dans le bon sens pour le réemploi. Il y a encore du travail, hein. Sur il y a des réflexions aussi sur le risque en réemploi. Les assureurs, ils vont faire des différences aussi entre, OK, est-ce qu'on réemploie le matériau directement sur le site où il a été déconstruit, donc dans une rénovation, ou est-ce qu'il va être déplacé pour être réutilisé ailleurs? Ils vont considérer ça différemment, parce que in situ, ils vont considérer que c'est pas vraiment du réemploi. Le matériau va subir les mêmes dégradations, les mêmes conditions qu'auparavant, donc le risque est moindre pour eux. Par contre, si on déconstruit l'élément, qu'on le transporte et qu'on le met ailleurs, il y a des risques qui sont liés notamment au transport. Est-ce qu'il ne va pas se dégrader pendant le transport? Et aussi sa nouvelle application, si on le change complètement d'environnement, est-ce que il ne va pas subir des dégradations accélérées ou autres? Et donc, là, les risques sont plus difficilement évaluables et donc c'est plus compliqué au niveau de l'assurance. Euh, Aussi, en fonction de la nature du matériau, l'enjeu ne sera pas le même, puisque si on prend l'exemple de menuiserie extérieure, donc des châssis ou des portes donc, qui donnent à l'extérieur, le risque pour l'étanchéité du bâtiment, ben, c'est plus important. Par contre, si on réutilise des chemins de câbles, au niveau du risque de l'assurance, c'est relativement faible. Donc, là aussi, il va y avoir des différences donc, en termes d'assurance. Et donc, en fonction du risque qui va être évalué, une prime d'assurance pourrait être rajoutée si c'est en réemploi par rapport à du neuf. Au niveau de l'évolution de l'assurabilité du réemploi, il y a deux visions générales. La première, c'est réduire le risque via des règles professionnelles, donc pour chaque matériau, hein, l'exemple des éléments structurants en acier, donc on a vu précédemment, mais on pourrait le décliner pour plein d'autres matériaux. Et c'est la logique qui a été prise par le projet Spirou notamment. Donc, vous aurez les détails
en description, etc., pour aller voir. Mais donc, ils ont émis une dizaine de fiches, donc sur 10 produits, 10 catégories de produits, pour dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, finalement, pour garantir un matériau de construction, un PEM. Et donc, euh, ça devrait donner suffisamment de garanties aux assureurs pour ne pas avoir une surprime ou pour avoir une surprime déterminée, relativement faible, etc. L'autre logique, l'autre vision, c'est de développer une culture du réemploi. Et donc là, on va garantir l'assurabilité des matériaux par la maîtrise des risques chez l'ensemble des acteurs. Et donc l'avantage, en fait, finalement, euh, de cette vision par rapport aux règles professionnelles, c'est que on va pas créer un cadre trop contraignant, on va limiter les vérifications de performance strictement nécessaires, donc on va avoir une réponse un peu plus multiple. C'est vraiment le positionnement du SPREC, donc qui est le syndicat professionnel du réemploi de matériaux dans la construction. Donc on va vraiment aller plutôt vers une garantie de la maîtrise du processus de réemploi plutôt que une garantie du matériau en tant que tel. Euh, Ici, voilà, on l'a ajouté pour information, mais il y a plusieurs choses qui se passent donc, actuellement donc, au niveau du réemploi, et il y a une décision de la Cour de cassation donc, en 24 qui a déterminé que les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, et à ce titre, ils ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres. Et donc, en fait, c'est seulement la responsabilité contractuelle de droit commun, donc qui n'est pas soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs, qui joue. Et donc, c'est intéressant. Ça veut dire que dans des projets de rénovation, il y a toute une série, en fait, d'équipements qui vont pouvoir être, donc de réemploi, qui vont pouvoir être mis en œuvre s'ils viennent en adjonction ou s'ils viennent en remplacement de quelque chose d'existant. Et donc là, il n'y a pas il y aura pas une assurance particulière. Euh, En Belgique, ce sera beaucoup plus court, puisque en Belgique, on n'a pas toute la structure finalement qui est actuellement mise en place en France et qui est en évolution. C'est beaucoup plus flou, donc on est dans une espèce de zone grise donc pour le réemploi. Il y a des avantages à ce flou. C'est la facilité de faire du sur-mesure, de pouvoir négocier des contrats plus adaptés à la situation particulière, de simplifier les démarches donc, qui demandent moins de suivi administratif aussi. Donc ça, c'est vraiment un avantage que la Belgique a sur la France. Mais par contre, au niveau des inconvénients, c'est que les responsabilités sont bien moins encadrées et que donc la détermination de la responsabilité en cas de désordre va être confiée à un ou plusieurs experts, ce qui peut être coûteux, ce qui peut prendre du temps. On n'a pas en Belgique les logiques d'assurance dommage ouvrage, donc qui prend finalement en charge le remboursement du sinistre directement, et puis après qui s'arrange avec les assurances des différents intervenants. En Belgique, ça n'existe pas, et donc on peut reprendre vraiment beaucoup de retard sur chantier. Et donc, euh, ici, vraiment en Belgique, mais comme en France, en fait, finalement, mais j'ai envie de dire d'autant plus qu'en France, c'est très important de pouvoir dialoguer avec l'assureur dès le départ du projet, dès l'intention, dès la volonté de faire du réemploi, c'est prendre ces renseignements. Euh, c'est la clé pour que ça fonctionne. Oliver, je te laisse là. Merci Eric pour toutes ces clarifications au niveau belge et français. Alors, quelles sont les manières qu'on peut utiliser pour faciliter l'assurabilité des réemplois? Il y a, je te laisse passer à la slide suivante. D'accord. Il y a la requalification des matériaux. Il y a évidemment des tests de performance, mais il y a des méthodes, disons, contournées qui sont la qualification des processus, donc les processus par lesquels le processus par lequel se fait le réemploi. Et alors, sur quoi sont basées ces approches? Enfin, n'oublions pas que l'assurance sont toujours
partagées, l'assurance et les garanties sont toujours partagées. Quelle est l'approche globale et générale? Ben, d'abord, il faut penser, si on regarde le petit schéma à gauche, il faut penser à l'application visée euh, pour le matériau. Si on prend l'exemple d'une brique, est-ce qu'elle va être une brique structurelle ou est-ce qu'elle va être une brique de parement? Et sur base de cette application-là, ben, on va identifier les exigences auxquelles doit répondre. Ensuite, de l'autre côté, on va partir du gisement et de savoir est-ce que la brique était initialement posée, par exemple, en brique de parement ou en brique de structure. Et alors, sur cette base-là, on va pouvoir analyser son état et son historique. Et c'est la rencontre de de ces exigences et de ces propriétés qui vont pouvoir déterminer les méthodes d'évaluation pour requalifier des matériaux et ainsi mettre un petit V sur tous les critères auxquels doivent répondre, par exemple, une brique. Euh, Si on prend disons, le processus de réemploi, in situ, on va pouvoir faire une évaluation directe ou indirecte, c'est-à-dire là, c'est globalement une inspection visuelle au moment de l'inventaire réemploi euh, des matériaux qui sont mis en œuvre. Euh, et par la suite, au moment de la déconstruction et de la préparation, on va pouvoir faire des évaluations par essai. Si on prend l'exemple d'une tuile, on, on donne souvent l'exemple assez simple de faire sonner une tuile pour voir si elle n'est pas fissurée. Si elle sonne, c'est qu'elle est encore en bon état. Et alors l'autre chose qui serait important de garder à l'esprit, qu'on pourrait appeler contrôle de la chaîne, c'est si certains matériaux sont visibles, seule une partie des matériaux sont visibles au moment d'un inventaire, au moment de l'évaluation directe ou de l'inspection visuelle. Et lorsqu'on fait la déconstruction, on va peut-être découvrir que derrière la première couche, il y aura le matériau, mais dans un autre état que ce qu'on avait vu au départ. Et alors, une fois que les matériaux sont remis en œuvre, c'est important, si une brique, par exemple, change d'affectation, qu'elle passe de structure à brique de structure ou à brique de parement, il faut contrôler, une fois qu'elle est mise en œuvre, qu'elle répond bien à la nouvelle application. Euh, Eric a parlé du projet Spirou là tout à l'heure. Donc le projet Spirou, ben, enfin, c'est le raccourci de sécuriser les pratiques innovantes de réemploi via une offre unifiée. C'est un projet qui a été fait en France, soutenu par l'ADEME. Et l'objectif, c'était d'accompagner les pratiques de réemploi dans le secteur du BTP et comment en harmonisant un certain nombre de pratiques pour permettre l'assurabilité de ces matériaux. Et donc, concrètement, ils ont développé des méthodologies pour 10 différentes filières de matériaux de réemploi. Et toutes les justifications des performances, elles sont basées ben, d'abord sur une analyse documentaire, donc les fiches techniques, enfin, on parle des dossiers d'intervention ultérieure en Belgique, on parle plus généralement des dossiers as-built euh, et, euh, et, euh, et sinon, il me semble qu'en France, on parle des dossiers d'ouvrage exécutés. Ça, ce sont des dossiers qui sont vraiment centraux et cruciaux à avoir euh, au moment, euh, au moment de réemployer un matériau. Si on sait à qui il a été acheté, à quelle performance répondait avant d'être mis en œuvre, et si on a le bâtiment devant nous qui nous montre comment le matériau a vécu dans le temps, c'est déjà une grosse partie du travail. Encore faut-il que tous ces documents soient disponibles, car c'est parfois étonnant de voir à quel point ces dossiers-là sont soit sont pas toujours réalisés ou alors sont vite perdus au cours des années d'exploitation du bâtiment. Il y a évidemment des contrôles individuels sur chaque pièce qui doivent être faits et on peut faire, et alors il donne des indications sur les essais en laboratoire qui peuvent être faits. Ici, l'exemple pris, c'est la replication de pièces de charpente qui doivent répondre à nombreux critères euh, voilà. Et donc, euh,
il y a les performances à vérifier, le respect des normes, la réaction et la résistance au feu, la résistance mécanique, la durabilité face aux attaques biocides, ici parce qu'il s'agit de bois. Euh, voilà. Et alors, une dernière méthode pour faciliter l'assurabilité des matériaux de réemploi, c'est la qualification des processus. Et donc là, c'est un autre projet qui a eu lieu cette fois-ci en Belgique, qui s'appelle Safety in Circularity, qui a été mené entre autres par le bureau de contrôle SECO, dont je vais vous reparler un peu plus tard, et Batiter, qui est une entreprise spécialisée dans le réemploi et la déconstruction à Bruxelles. Et donc, en fait, la logique, c'est d'apprécier la qualité des pratiques mises en œuvre par les professionnels pour distinguer les bonnes des mauvaises pratiques. Et à la fin du processus, une attestation est délivrée pour la validité des démarches du professionnel et donc donner confiance à des acteurs tels que des promoteurs d'immobilier ou des acheteurs de matériaux pour dire, ben, on sait que chez Batiter, par exemple, c'est un acteur de confiance et que les matériaux de réemploi sont de bons matériaux de réemploi parce que la manière dont Batiter travaille est, a été validée par un auditeur indépendant. Et voilà, c'est un projet qui est arrivé à son terme il y a 1 an ou 2 ans, et voilà, qui peine à décoller actuellement. Il y a encore peu d'entreprises qui se font certifier parce que c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Si il faut, il faut de l'offre, il faut que des entreprises soient certifiées pour que, enfin, il faut que les entreprises demandent des acteurs de réemploi certifiés pour que les acteurs de réemploi demandent une certification. Euh, mais voilà, en tout cas, une méthode qui est transversale dans la facilitation, tu peux passer à la slide suivante, oui. Une méthode qui est transversale et qui est très importante dans la bonne tenue des projets de réemploi et surtout pour le partage des responsabilités euh, dans les projets, c'est la collaboration entre les acteurs. Euh, et donc, c'est important de réfléchir dès que possible à comment est-ce que vous allez communiquer avec qui sont les différents acteurs et comment est-ce qu'ils vont communiquer ensemble. Euh, il faut parler forcément avec les auteurs de projet et la maîtrise d'ouvrage, les fournisseurs également, et communiquer au sein de son entreprise et avec ses sous-traitants sur le projet de réemploi en continu parce que le réemploi demande d'être flexible et de s'adapter. Et c'est pour ça que c'est si important. Et vous le verrez aussi dans les exemples plus concrets qu'on va vous donner juste là maintenant. Je te cède la parole, Eric. Merci Oliver. Euh, on va vous proposer trois exemples. Les deux premiers viennent du même projet, mais ils concernent deux phases différentes du projet. Le troisième, et ça c'est en France, les deux premiers, et le troisième est en Belgique. Et on a choisi ces exemples, France-Belgique pour leur similitude, hein. Donc il y a deux projets sur l'utilisation de poutrelles métalliques, et il y en a un autre qui concerne des matériaux qui n'engagent pas la stabilité ou autre, et on va voir un petit peu comment ils ont procédé pour réussir à mener à bien les projets avec les assureurs. Donc le premier, c'est la maison des canaux à Paris. Donc elle a subi une très grosse rénovation, changement de destination. Et il y avait quand même beaucoup de choses à faire. Et donc euh, le premier cas, donc, c'est vraiment le réemploi d'éléments structurels en métal pour la construction d'une nouvelle terrasse, en fait, à la Maison des Canaux. Et donc ici, ils ont essayé de procéder par étapes. Donc, ils ont fait un processus spécifique pour créer ce lot spécifique. OK, on va faire une terrasse et on va le faire
en poutrelle métallique de réemploi. Et donc les étapes, la première, c'est de définir et de quantifier le besoin. Donc l'architecte a défini le besoin afin de permettre au bureau d'études réemploi, donc qui a été euh, engagé pour cette mission, donc Bellastock à Paris. L'architecte a défini le besoin donc, afin de qualifier le domaine d'emploi attendu pour les poutrelles métalliques. Et il y a eu un travail de quantification très précis, élément par élément, donc par Bellastock, donc le bureau d'études réemploi, qui a été de nouveau engagé pour ça. C'est assez important parce que quand on s'engage dans des démarches réemploi, particulièrement d'éléments structurels, l'assistance à maîtrise d'ouvrage spécialisée, le bureau d'études spécialisé dans le réemploi peut être une aide extrêmement précieuse, quoi. L'étape 2, c'est l'identification du gisement. Et donc, ici, pour la Maison des Canaux, les sourcings, ils ont été réalisés par Bellastock, donc le bureau d'études réemploi, auprès d'opérateurs disposant des stocks issus de déconstruction sélective ou des surplus de stocks neufs et auprès de sites voués à être démolis. Donc ils ont vraiment fait un travail de recherche, où trouver des poutrelles métalliques qui conviendraient pour la construction de terrasses. Mais le sourcing, il a été aussi fait par le maître d'ouvrage lui-même, donc la ville de Paris, auprès de son réseau de partenaires maîtres d'ouvrage. La ville de Paris, ils sont propriétaires de toute une série de bâtiments, ils ont énormément de partenaires, et donc ils ont un réseau qu'ils ont pu activer pour trouver ça. Et donc, ces sourcings ont permis de trouver finalement un hangar en structure métallique voué à la démolition et situé pas trop loin, donc dans la périphérie parisienne, euh, sur un site qui appartenait à un aménageur, Secano en l'occurrence, en Seine-Saint-Denis. La troisième étape, c'est le diagnostic du gisement. Bellastock, le bureau d'études réemploi, a mené le diagnostic de ce hangar selon une approche vraiment méthodique, donc une étude documentaire, une prévisite de repérage, inventaire relevé, des plans de repérage, un recensement complet, rédaction des préconisations en termes de dépose, de stockage, de conditionnement, transport. Donc vraiment, ils ont été très très loin dans cette approche méthodique. Et donc, la nuance du métal, donc, elle a pu être identifiée à partir du DOE, donc dossier des ouvrages exécutés, et la date d'origine du bâtiment. Donc, ils avaient vraiment tout ce qu'il fallait en termes de ressources documentaires, pour se dire, OK, ce gisement, il est intéressant. Mais par contre, ce qu'ils ont constaté aussi, c'est que la structure du hangar conduisait à un surdimensionnement de la structure de la terrasse de la Maison des Canaux, ce qui garantissait, en fait, ce qui apportait une garantie supplémentaire par rapport au risque d'usure de l'acier. Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, ils ont pu dire, OK, on a déjà ce qu'il faut pour pouvoir engager une entreprise, en fait, finalement, qui va s'occuper de la remise en œuvre de ces structures métalliques. Et le lot a été remporté par General Metal Edition, donc GME, qui, à ce moment-là, a pu venir pour valider ce gisement avec son expertise d'entrepreneurs spécialistes de la structure métallique. La quatrième étape, c'est la définition d'un protocole technique de réemploi. Donc c'est Bellastock de nouveau, qui a voulu définir les modes de preuve étape par étape, hein, de préconisation pour la déconstruction, transformation de la matière, méthode d'évaluation des performances, responsabilité des parties prenantes, et a objectivé la compétence de l'entrepreneur General Metal Edition. Il a été soumis au maître d'œuvre, il a été soumis à l'entreprise, et les préconisations de dépose des poutrelles, elles ont été transmises aussi aux propriétaires des poutrelles métalliques pour qu'il les intègre dans son marché de démolition. Donc le bureau de contrôle aussi a donné un avis sur le protocole et pris acte de l'auto-assurance de la ville de Paris en dommages ouvrages. Donc la ville de Paris s'est auto-assurée en dommages ouvrages pour cette question-là. Donc en fait, c'est assez complexe, c'est une mise en place assez complexe, mais qui a permis au final le réemploi de ces poutrelles métalliques. L'étape 5, donc c'est la validation de la méthode par le consultant en assurance de la ville de Paris. C'est très important, dialogue avec l'assureur, c'est OK, voilà tout ce qu'on a mis en place, donc maintenant, est-ce que l'assurance valide ou non? Et donc, il a été
Donc l'assurance a vraiment bien pris ça en considération. Et au final, l'entreprise GME a obtenu l'attestation nominative d'assurance pour ce chantier sans surprime. Son assurance n'a pas. Étant donné tout ce qui avait été mis en place, en fait, finalement, l'entrepreneur n'a pas dû payer de surprime pour pouvoir poser des structures métalliques pour la construction de cette terrasse. Et alors la dernière étape, l'étape de la traçabilité, c'est la signature d'une convention de partenariat entre la ville de Paris, donc le maître d'ouvrage, et le site de démolition, Secano, le propriétaire du poutrelle métallique, pour acter les conditions économiques, logistiques et la cession à titre gratuit des poutrelles métalliques, etc. Et ils ont vraiment fait tout dans les règles pour que ce soit irréprochable et inattaquable, même juridiquement. La maîtrise des risques technico-assurantiels associés aux lots structures métalliques est passée par la mise en place d'un protocole technique validé par les parties prenantes, la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, le bureau d'études réemploi, le bureau de contrôle, l'entreprise et l'assurance. Et les objectifs de ce protocole, c'est de servir de base de dialogue entre les différentes parties prenantes du projet, assurer la traçabilité des informations, évaluer la qualité du gisement sur la base d'autocontrôle visuel réalisé par un acteur qualifié. Donc en l'occurrence ici, c'est l'entreprise GME elle-même. Définir la chaîne de responsabilité associée aux différentes étapes du chantier, dépose, préparation, manutention, stockage. C'est important au niveau assurantiel de définir la chaîne de responsabilité pour ne pas avoir de surprise en cas de sinistre, en cas de désordre, et d'objectiver le degré de risque associé au projet. Tout ça, en fait, finalement, il y a c'est une dia qui a sauté. Ce protocole technique, en fait, il concerne les phases études du projet, mais les phases aussi chantier. Pour la phase d'étude, c'est la description des étapes clés de la recherche emploi, la définition des modalités de validation de l'aptitude à l'emploi du gisement, la description des modalités de réalisation des évaluations techniques sur le gisement. C'est vraiment la qualification du gisement par rapport à son domaine d'emploi. Et c'est l'exemple du tableau ici à l'écran. C'est vraiment comment est-ce qu'on détermine les qualifications techniques. C'est extrêmement fouillé, c'est-à-dire qu'il ne laisse rien au hasard. Et ça, c'est le fait de ne rien laisser au hasard, évidemment, ça va donner confiance à l'assureur. Et pour la phase chantier, ce protocole est aussi très important pour permettre de décrire des modalités de dépose, de conditionnement, de stockage, de préparation du gisement destiné au réemploi et à destination des acteurs mobilisés. Le protocole, il va être utile du début vraiment à la fin du projet. À la suite de ce projet, en fait, l'entreprise GME, qui est qui était une entreprise classique, on va dire, de ferronnerie, ce sont des métalleux, donc ils font vraiment de la structure métallique. En fait, elle s'est spécialisée dans le réemploi des structures métalliques parce qu'elle s'est rendue compte que c'était vraiment faisable. Et donc, les méthodes utilisées par l'entreprise GME pour limiter les risques liés au réemploi de structures métalliques, c'est la sélection des matériaux de manière assez précise, donc ils ne reprennent pas les aciers antérieurs aux années 70, ceux qui ont pu subir de la fatigue ou ont été sollicités à des niveaux de charge élevés, notamment les structures métalliques qui portent les ponts roulants ou autres. Ils ont mis en place un processus de reconditionnement qui est maîtrisé, c'est vraiment une démarche de la dépose à la remise en œuvre, mais complète, donc on l'a vu dans les diapositives précédentes. Ils prennent des mesures compensatoires aussi, ils conduisent, en fait, systématiquement, ils surdimensionnent les constructions pour être sûr, vraiment pour être sûr de ce qu'ils font avec les poutrelles qu'ils ont récupérées. Et finalement, ces méthodes adoptées par cette entreprise GME influencent l'approche assurantielle, puisque tous les éléments décrits précédemment, donc couplés au savoir-faire de charpentier poseur de GME, en fait, maintenant,
GME bénéficie d'une assurance décennale qui précise que l'entreprise est assurée pour la fourniture et la pose d'ouvrages en réemploi sur l'ensemble de ses chantiers. Donc maintenant, c'est un peu l'idée de la qualification du processus dont parlait Oliver tout à l'heure, c'est que voilà, cette entreprise, ils ont démontré leur capacité finalement à maîtriser l'ensemble du processus de réemploi, et ce qui va leur permettre en fait maintenant de pouvoir proposer ça partout sans aucune surprime, puisqu'ils sont assurés d'office. Euh, et donc, pour les conclusions, donc pour cette partie-là, c'est que ben, le fait de créer en fait un lot de structure métallique entièrement construit avec des éléments de réemploi, c'est une bonne chose parce que ça permet vraiment de limiter le champ de l'assurance à un seul lot, à une seule activité, à une seule étape, ce qui simplifie en fait finalement le travail de l'assurance. Euh, il y a une compétence réemploi spécifique dans le groupement de maîtrise d'œuvre, donc Bellastock. Ça, c'est vraiment très important aussi pour l'assurance. Ça permet d'avoir un spécialiste, un expert qui peut expliquer ce qui se passe. Et donc, ça permet de rassurer vraiment les choses. L'écriture du protocole technique, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement précieux pour l'assureur parce qu'il va pouvoir voir que l'ensemble est maîtrisé. L'implication des acteurs, ça, on va revenir dessus souvent, mais en gros, c'est la collaboration de l'ensemble des parties prenantes qui va permettre aussi le fait que tout ça se réalise. Chacun dans son coin, ça ne fonctionne pas. Il faut des allers-retours systématiques et des dialogues. Euh, pour le deuxième cas, c'est le cas, donc toujours la maison des canaux, mais c'est pour d'autres types de rénovations donc, dans le bâtiment. C'est des rénovations intérieures de la maison des canaux. Et donc, le, Donc au départ, le défi, c'est de faire de la Maison des Canaux un bâtiment exemplaire en économie circulaire. Et donc il y a vraiment une volonté du maître d'ouvrage donc de faire du réemploi. Et les produits qui vont être concernés donc, par le réemploi dans ces rénovations intérieures, c'est le mobilier, les revêtements de sol, les murs, les luminaires, la décoration, les carreaux de terre cuite. Et donc pas de produits, équipements, matériaux qui entraînent un risque pour la santé et sécurité des personnes ou des travaux impliquant la stabilité, la solidité ou l'étanchéité du bâtiment. Et donc, il y a eu deux phases, deux procédures de marché différentes. Une phase spécifique à l'aménagement intérieur donc, a été imaginée donc, pour que les aménagements intérieurs puissent être gérés en maîtrise d'œuvre, donc par la maîtrise d'ouvrage elle-même. Donc, c'est la ville de Paris qui a vraiment euh, 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 était aussi maîtrise d'œuvre, donc aussi l'aménageur, en fait, quelque part, donc pas l'entreprise, mais l'aménageur, et c'est eux qui ont designé finalement la rénovation. Et donc l'opération avait pour objectif de conserver au maximum l'existant, de valoriser le plus possible en emploi, mais certains gisements ont fait l'objet de réutilisation, donc ils ont été utilisés pour une autre destination que leur destination initiale. Et donc ça, c'est la première phase donc, qui a inclus donc, les revêtements de sol. Donc c'est vraiment de la remise en état des parquets dans la majorité des espaces. Donc ça, c'est vraiment du maintien. On l'a dit dans les webinaires précédents, mais finalement, le maintien, c'est mieux que la déconstruction et puis le réemploi. C'est moins énergivore. Et, et au niveau du mobilier, donc c'est vraiment de la remise en état, de la remise en état de mobilier. Donc ça, c'était la- la première phase donc, qui était gérée par la maîtrise d'ouvrage elle-même. Et la seconde phase, là, il y a eu vraiment un marché de conception-construction, dont la terrasse réalisée avec les structures métalliques de réemploi. Mais donc ça a été confié à une maîtrise d'œuvre externe. Et dans cette phase, la rénovation et réaménagement du sous-sol et du rez-de-chaussée ont aussi fait l'objet de réemploi. Donc, les pratiques ont été adaptées pour limiter les risques technico-assurantiels, comme on va le voir ici. Et donc, comment ont-ils fait pour essayer de limiter finalement les risques? Ben, pour les carreaux de terre cuite, ils ont été déconstruits et réemployés donc, en revêtement mural dans les sanitaires. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la spécificité des carreaux de terre cuite comme ça qu'on récupère, c'est que ils sont généralement très anciens et comme pour beaucoup de produits et matériaux de réemploi, ben, en fait, ils sont plus commercialisés. Et donc,
il y a un enjeu en matière de maintenance, et donc il fallait trouver une solution. Et ce qu'ils ont décidé de faire, c'est que finalement, ils ont été sourcés plus qu'il ne fallait pour les rénovations envisagées. Comme ça leur permettait en fait finalement de garantir une maintenance optimale, de remplacer des éléments cassés, euh, soit au moment du chantier, soit plus tard. Et donc une quantité de carreaux de terre cuite a été ciblée donc, à ce moment-là en phase sourcing en se disant il nous faut plus que nécessaire pour pouvoir assumer les casses pendant le chantier et assumer les casses après chantier éventuelles, et donc pouvoir garantir la maintenance. Et donc ces carreaux supplémentaires, ils ont été stockés dans le sous-sol Hop, je vois que Oliver me demande quelque chose, mais... Oliver, dis-moi. C'est juste pour le timing. Pardon, oui, j'accélère. Et donc pour le paletage de la terrasse, aussi, le paletage de la terrasse, pardon, ça a été fait avec il a été décidé de le faire avec des portes qui ont été sourcées dans d'autres chantiers de démolition à proximité. Et donc ils ont trouvé au final, donc, dans plusieurs chantiers de démolition, 378 portes donc en chaîne, qu'ils ont pu démonter, et ils ont utilisé les montants, les traverses, etc. pour construire le platelage de la terrasse. De nouveau, ça a nécessité quand même une grosse recherche de gisements, des modalités de sélection de gisements spécifiques, des rédactions de modalités de démontage et de stockage précis, un démantèlement des portes donc, par une entreprise spécialisée, et une conception et la fabrication d'un platelage, donc vraiment par une entreprise spécialisée aussi, avec les garanties que ça va fonctionner. Donc trouver des portes en chaîne, c'est pas pour rien, c'est catégorie 3, donc du bois dur qui va résister aux intempéries, etc. Mais donc, tout ça pour dire que les produits et les matériaux ont fait l'objet de réemploi, donc de manière assez simple. En fait, ils n'ont pas nécessité de mettre en place une démarche assurantielle particulière parce que ce ne sont pas des éléments structurels, et donc c'est beaucoup plus facile au niveau de l'assurance. Mais néanmoins, plusieurs actions ont été mises en place pour apporter une garantie sur les origines et la qualité des produits et des matériaux pour limiter les risques de sinistres malgré tout. Et donc ça, c'est vraiment euh, c'est la conclusion de ce deuxième exemple, c'est que ben, quand on est dans des choses non structurelles et autres, c'est plus facile, mais c'est pas pour ça on ne doit pas quand même mettre en place des choses pour éviter les sinistres par la suite, puisque c'est quand même jamais agréable dans les sinistres. Je laisse la parole à Oliver pour le dernier exemple. Merci Eric pour cet exemple assez parlant. Moi, je vais enchaîner aussi avec un exemple. On va parler d'acier structurel de réemploi. Euh, je peux passer aux slides suivantes. Donc ici, on se situe à Louvain-la-Neuve, entre Namur et Bruxelles, pour ceux qui ne connaissent pas Louvain-la-Neuve. Et c'est le projet Mundo LLN, donc porté par Mundo Lab. La présentation, enfin, cet exemple ici a directement été pris par une présentation qu'avait fait Matriche pour nous, qui est le bureau d'études stabilité. Il y a le replay, c'est la conférence débat qu'on a faite à Lille dans le lien. Et alors, il y a une chouette vidéo qui a été faite sur la construction circulaire de ce bâtiment, parce qu'il n'y a pas que les 70 tonnes d'acier qui ont été réemployées, c'est toute la conception du bâtiment qui est vraiment intéressante. Et il y a énormément d'autres matériaux qu'on a notamment d'ailleurs fournis via le cours Normat. Et donc, Mundo Lab, qu'est-ce que c'est comme structure? C'est une société immobilière qui fait du tertiaire durable. Donc, eux, leur modèle, c'est de pouvoir proposer à des ASBL ou associations, des ONG, aux acteurs du secteur social, d'avoir des bureaux et eux sont propriétaires, gestionnaires et assurent la maintenance du bâtiment. Donc ils font vraiment tout. Et ils ont 5 sites, 5 bâtiments, ce qui représente 17 000 mètres carrés de surface de bureau en Belgique.
pour ce projet spécifique, ben, le maître d'œuvre, c'était Mondelab. L'architecte, le bureau d'architecture, c'était A2M. Le bureau de stabilité, Matrix. Le bureau de contrôle, Seco. Et alors l'entrepreneur, Gillion, qui au final a agi assez bien en tant qu'entrepreneur, comme si c'était des matériaux neufs. La collaboration s'est surtout faite entre les quatre premiers que j'ai cités. Alors, je ne fais pas le suspense, je ne fais pas de suspense, je vous spoil directement. Ce qui a fait le succès de ce projet, et en soi on a déjà parlé, c'est que Mondelab c'est vraiment Mondelab qui a porté l'aspect réemploi et donc qui a permis d'être la locomotive de tout cet aspect de réemploi. Et ben, il y a eu une collaboration assez forte entre les différents acteurs. Et la requalification des matériaux a pu être possible, la requalification des poutres a pu être possible ici dans ce cas-ci. Donc le bâtiment en tant que tel, c'est 2300 mètres carrés de bureau. Et on voit sur le plan, la zone rouge était une prise d'un bâtiment existant, une ancienne ferme. Et alors la partie jaune était la partie nouvellement construite. Comme je l'ai dit, l'éco-conception a permis de faire des cloisonnements modulaires, de la modélisation des châssis, des stores, des faux plafonds. Ils ont construit le bâtiment selon certaines trames de dimensions pour qu'il puisse être converti dans le futur à d'autres usages que des usages de bureaux. Il y a même le parking, ils ont été un peu contraints par l'urbanisme de mettre des places de parking alors qu'elles n'étaient pas vraiment nécessaires. Ils ont donc du coup fait un parking semi-enterré qui va pouvoir accueillir peut-être et même adapter le ferraillage de ces voiles béton du parking afin que on puisse éventuellement un jour introduire des fenêtres dans le parking d'en dessous. C'est là où je vous invite à regarder la vidéo de teasing que je vous ai mis en lien au début de l'exemple. Alors pour ce projet-là, tu peux passer à la slide suivante, Eric. Euh, Même si initialement ils avaient prévu de faire une structure bois car à faible impact écologique, ils ont finalement été encore même un peu plus loin, c'est qu'ils ont été pour du réemploi et, ils ont, après avoir évidemment défini le projet, ils ont pu trouver certains profils métalliques chez un fournisseur hollandais même chez un ferrailleur hollandais. Et ici, on voit les profilés comme ils sont arrivés au départ. On peut se poser la question de savoir, ah ben c'est peut-être loin d'aller chercher les profilés acier en Hollande, mais en fait l'impact de l'acier est tellement important que le transport est réellement minime. Une étude de Buildwise, donc qui est le centre technique de la construction belge, a démontré que l'acier pouvait parcourir jusqu'à 40 000 km, donc c'est-à-dire le tour de la Terre, avant que vraiment le transport ait un impact plus grand que le fait de choisir du neuf sur du réemploi. Donc voilà, la Hollande, par rapport à ça, paraît une distance assez faible. Euh, donc voici comment les profilés acier sont arrivés en stock. Et la question qui se sont posées, tu peux passer à la slide suivante, c'est quel est le risque au final de mettre en œuvre ces profilés acier. Donc le risque, comment est-ce qu'on le mesure? Ça, c'est vraiment l'accompagnement qui a été fait par le bureau de contrôle SECO. Ben, le risque, c'est la méthode de Kinney qui multiplie la probabilité par la gravité par l'exposition. Donc ici, la gravité, ben, disons que si il y a un défaut dans ces poutres, ben, on arrive à un niveau de valeur 10 qui est catastrophe, nombreux morts, dommages très importants. Niveau d'exposition, ben, on est en mode continu parce qu'il y a des gens, on continue dans le bâtiment, ce sont des bureaux. Donc, la seule valeur de probabilité de défaut des poutres qu'on peut atteindre, ben, c'est la valeur 0,1, pratiquement impossible, parce que sinon, on ne peut pas, disons, avoir confiance en le matériau. Donc, la conclusion, elle est très simple et très basique derrière toutes ces formules, c'est il faut faire des tests approfondis des profilés. Euh, alors, comment est-ce que s'est déroulée
la mission du bureau de contrôle SECO, euh, qui sont, je le rappelle, le bureau de contrôle. Donc, eux, ils ont fait une assistance technique pour la récupération des profilés. Ils ont d'abord pris connaissance des plans et de la structure. Ils ont inspecté sur site les poutrelles métalliques. Donc, les poutrelles ont été livrées des Pays-Bas jusqu'à Charleroi chez un menuisier spécialisé en structure métallique. Et cette assistance technique, eux, ils ont défini des tests à mettre en œuvre pour pouvoir valider ces poutres. Ils émettent un avis aussi sur le choix du laboratoire dans lequel ces tests sont confiés et ils mettent un avis sur le rapport transmis par le laboratoire et sur l'acceptabilité du réemploi. Et eux rédigent au final un rapport final qui va permettre d'obtenir cette confiance au niveau des assureurs et de considérer ici au final ces poutres comme tout à fait neuves et valables. Alors, quels sont les tests au final qui sont faits? Ben, il y a d'abord une inspection visuelle. Vous avez peut-être remarqué que sur les photos des profilés, comme ils ont été achetés, il y avait des éléments qui étaient tordus. On voit que la peinture est abîmée, qu'il y a une corrosion superficielle qui est tout à fait, qui n'est pas vraiment pas très grave quand on parle d'acier ici, mais on voit que voilà, les poutres viennent de l'inférieur, elles ne sont pas toutes neuves. Et comme Eric l'a déjà cité, l'acier d'avant 1970 est pas ou difficilement soudable. Et donc, on va commencer par par une analyse chimique des voies spectrales. On va en gros envoyer un faisceau lumineux sur l'acier et voir la lumière qu'on en retire pour pouvoir dire ben, la composition de l'acier est de autant en molybdène, vanadium, nickel, chrome, carbone. Euh, et donc de pouvoir valider déjà cette soudabilité des poutres. Ensuite, en fonction de ça, ils définissent les tests. Ici, il y a un test qui a été encore un peu plus loin que simplement l'analyse, disons, spectrale. C'était une prise d'échantillon des poutres pour analyser vraiment la composition de l'acier. Et ensuite, ces échantillons ont été testés en laboratoire pour pouvoir émettre un avis sur leur récupérabilité. Euh, donc ici, on voit les poutres qui sont remises en état chez le menuisier. Chez le menuisier. Donc elles ont été d'abord redressées, les semelles qui étaient tordues ont été redressées grâce à des vérins. Il y a eu un grenaillage pour enlever tous les résidus de peinture existants et l'éventuelle corrosion superficielle. Et alors une remise en peinture, on voit qu'elles sont vraiment comme neuves. Une anecdote assez sympathique à relever, c'est que ici, dans l'analyse, disons, de la composition, la prise d'échantillons qui a été faite à la disqueuse sur les poutres, ils ont eu des soucis. Ils ont eu des soucis au niveau des résultats parce que les résultats entre les différentes poutres étaient soit les mêmes ou alors n'étaient pas répétables. On n'obtenait pas deux fois le même résultat en faisant deux fois le même échantillon. Et ils ont constaté en fait que au moment de prélever de l'acier avec la disqueuse, il y avait une contamination qui se passait entre poutres via le disque de la disqueuse. Et donc, une partie de l'acier qui se trouvait sur le disque euh, allait dans les autres échantillons. Et donc, ils devaient, enfin voilà, ça c'est un petit retour d'expérience qu'ils ont eu, c'était changer le disque à chaque prise échantillon. Donc ces poutres-là, on voit dans le modèle 3D ici, voilà la construction et le projet avec à l'arrière-plan le bâtiment existant. On voit une photo ensuite ici des poutres qui sont mises en œuvre pendant le projet et encore une dernière photo ici sur le bâtiment avant sa fermeture. Euh, Ici, on fait pas, on se concentre surtout sur l'assurabilité du matériau, mais je tenais quand même à vous montrer un peu l'analyse de coût qui a été faite sur ce projet-là, parce que c'est quand même souvent déterminant dans le choix et que ici l'exercice a été fait de manière détaillée, mais
À prendre évidemment avec prudence et avec des pincettes, car c'est difficile d'évaluer vraiment tous les coûts liés à disons, ce processus d'utiliser du réemploi par rapport à du neuf. Et dans le tableau, donc on voit le prix de l'acier neuf pour une tonne, donc ce sont des chiffres de novembre 2021. Le prix du transport, pardon, si on prend la ligne du neuf, on a le prix de l'acier, ensuite le prix de l'intervention de l'entrepreneur, et ensuite le total à la tonne. Et alors si on prend l'acier réemployé, pas recyclé, on a le prix de l'acier acheté au ferrailleur, le transport des Pays-Bas jusqu'à Charleroi, puis de Charleroi jusqu'à Louvain-la-Neuve, la surconsommation qui est liée à du surdimensionnement dans la même logique que pour les canaux de Paris, la maison des canaux à Paris. Les pertes qui ont été faites sur le lot acheté, le prix de reconditionnement, grenaillage des coupes, la coordination des tests, l'investissement de Mundolab qui a passé pas mal de temps déjà à chercher les poutres et à coordonner voilà, les tests. Et alors, les suppléments d'études sur la stabilité. Le projet était initialement avec telle section de poutres, mais ils n'ont trouvé qu'une autre section plus grande, évidemment, celle sur surdimensionnement dont je parle, et donc ça, c'est chiffré aussi. Et alors les tests en tant que tels, sur les 68 tonnes d'acier, et alors l'intervention de l'entrepreneur qui, étonnamment, il ne l'explique pas, mais sur les quatre entrepreneurs qui ont remis prix pour du neuf et pour du réemploi, ils ont remis le prix pour le même projet pour du neuf et du réemploi, ils ont systématiquement mis moins cher. On ne sait pas exactement pourquoi. Voilà. Et donc, dans ce projet-là, ben, on voit on arrive à quelques centaines d'euros près à une économie. Ce n'est pas pour autant qu'il faut retenir que l'acier de réemploi, c'est moins cher que du neuf, parce que ça demande énormément de temps. Il a été chiffré, ou en tout cas chiffré un maximum ici. Mais voilà. Et alors, en jaune, on a les cases sur lesquelles euh, l'ingénieur stabilité a estimé que si le réemploi de l'acier structurel était vraiment beaucoup plus fréquent, on pourrait faire une économie, ben, sur le transport, passer de 22 à 11 euros la tonne, c'est-à-dire ne pas devoir aller aux Pays-Bas pour aller trouver de l'acier de réemploi. Sur la surconsommation, c'est-à-dire que on aurait directement les profilés à la section qu'on veut, euh, plutôt que de devoir surdimensionner. Euh, ben, passer moins de temps, que la maîtrise d'ouvrage passe moins de temps à coordonner tout ça et à s'adapter à tout ça, que l'étude stabilité, du coup, ne demanderait pas de redimensionner constamment le projet et que le test pourrait être réduit parce qu'on aurait plus d'expérience là-dessus. Donc, disons que ça peut être positif comme, comme analyse pour favoriser de l'acier de réemploi. Et alors, ben, en conclusion de ce projet-là, euh, le succès, le succès a été fait. Enfin, qu'est-ce qui a permis que tout le monde ait confiance en le projet? Ben, la maîtrise d'ouvrage a pris quand même une grosse part de la responsabilité en demandant du réemploi dans son cahier des charges. Ça a nécessité une requalification des poutres, mais on voit que cette requalification n'a pas non plus un coût énorme dans ce cas-ci. Et alors, il y a une implication importante des architectes, du bureau d'ingénieur stabilité et du bureau de contrôle qui ont fait cet accompagnement. Et alors, l'entrepreneur, lui, comme je l'ai déjà dit, intervient comme si les profils étaient neufs au final et donc prend pas plus de responsabilités que dans un autre projet avec de l'acier de réemploi neuf. Voilà. Merci Oliver. Ici pour terminer, donc pour aller plus loin, on vous propose deux, trois petites choses, mais ici il y a un exemple de clause assurantielle pour le cahier des charges administratives. C'est un exemple, ça peut être utilisé éventuellement dans vos cahiers des charges. Donc en ce qui concerne les assurances, mais c'est vraiment voilà, c'est dire aux entrepreneurs, ben, il faut déclarer le réemploi aux assurances et il nous faut la preuve que ça a été déclaré et que on peut faire ressortir éventuellement une éventuelle surprime associée au cadre du réemploi, donc au cas de mise en œuvre de réemploi. C'est quelque chose qui permet de simplifier aussi euh, le, le réemploi dans ces projets.
c'est de prévoir ces clauses-là. Le cahier des charges, on en parlera plus précisément dans 2 semaines, mais voilà, c'est un exemple. Pour aller plus loin, ben, le projet Spirou, il a été cité quand même 2, 3 fois pendant le webinaire. Donc les notes méthodologiques, c'est quand même, voilà, ça peut donner des informations si ça vous intéresse. Le projet FCRBE, on en a déjà parlé plusieurs fois lors des webinaires précédents, qui est quand même une bible hein, du réemploi. Donc ce projet Interreg passé qui est vraiment assorti des documents assez incroyables. Donc là, il y a aussi encore toute une série d'informations complémentaires, des cas pratiques autres, etc. Donc au niveau des assurances. Donc n'hésitez pas à aller fouiller ça. Euh, Ici, quelques documents de référence, hein, dont le projet Spirou et le projet FCRBE, mais aussi des documents qui proviennent de l'agence qualité construction, donc en France, et enfin, tout un document aussi de Ad Vitam Materials, donc qui est une plateforme des acteurs du réemploi en Wallonie et Bruxelles, donc qui ont aussi soulevé quelques questionnements et quelques réponses donc, au sujet des assurances. Euh, à retenir donc ici, vraiment pour la question de l'assurance, le mot d'ordre, c'est collaborer. Donc, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, entreprise, assureur, vraiment collaborer, dialoguer dès le début du projet, même au niveau de l'intention du projet. Aller voir tout de suite son assurance pour parler des spécificités du projet et notamment du réemploi. Donc, et vraiment continuer le dialogue et la collaboration donc, jusqu'à la fin du projet. C'est important, les choses peuvent changer, particulièrement avec du réemploi. On l'a déjà dit dans les webinaires précédents, mais c'est pour maximiser le réemploi dans un projet, il faut pouvoir laisser une certaine souplesse du début à la fin du projet. C'est ça qui permet de maximiser les choses, et donc l'assureur va être impliqué aussi du début à la fin du projet. Certains produits, équipements de matériaux et matériaux sont plus faciles à assurer que d'autres, hein. Donc on l'a vu, sécurité, enveloppe du bâtiment, ben, ça nécessite plus de choses, ça nécessite de mettre en place plus de choses par rapport à du second œuvre, à de la décoration, qui sont nettement plus faciles à assurer parce qu'il n'y a pas de risque réel pour la sécurité des personnes. Euh, et donc, un matériau peut être aussi utilisé pour une autre application moins sensible. Donc, c'est le détournement d'utilisation ou la sous-utilisation. Et donc, on l'a vu dans les cas qu'on a vu avec les poutrelles métalliques, c'est le fait de sous-dimensionner, euh, de surdimensionner, par contre, pardon. euh, euh, c'est pas grave si ça permet le réemploi. Bon, après, il ne faut pas exagérer dans le sous-dimensionnement non plus, mais il y a toute une série de matériaux. Si on prend une poutre en chêne, peut tout à fait servir de linteau pour une baie pas trop importante, par exemple, si elle a soutenu une toiture beaucoup plus lourde ou autre. Donc il y a vraiment des logiques dans le réemploi comme ça qui sont assez... c'est relativement facile finalement à proposer et c'est relativement facilement assurable. Mais ce qu'il faut retenir aussi du webinaire, c'est que on l'a vu dans les exemples concrets, c'est que en fait c'est faisable. On peut assurer le réemploi et on peut assurer le réemploi, même des choses compliquées, même des choses structurelles, c'est possible et ça n'engendre pas forcément de surprime d'assurance. Par contre, ça engendre du travail supplémentaire, ça c'est évident, mais le gain environnemental et social est toujours positif. Et donc, voilà, pour cette conclusion, la conclusion de ce webinaire sur les assurances. Et donc, dans 2 semaines, pardon, le mardi 2 décembre, le webinaire sur le cahier des charges. Donc, mardi 11 heures, comme les 4 derniers. Voilà, maintenant je vous laisse la parole. On vous laisse la parole. Je ne sais pas s'il y a eu des questions dans le chat, je ne sais pas. Non, il n'y a pas eu de Marie-Alice, il n'y a pas eu questions. de questions. Et ce que je peux même proposer, c'est comme on n'est pas beaucoup, s'il y a des personnes qui veulent poser la question directement, ils peuvent très bien lever la main et je débloquerai le micro. Ouais. Je vais arrêter le partage d'écran, comme ça on se voit plus. Hop. Voilà.
n'hésitez pas dans les participants si vous avez quelques questions. Sachez aussi que dans les différents liens qui ont été mis là sur le diapo pour vous aller plus loin, si derrière vous avez des interrogations, n'hésitez pas à revenir vers Oliver et Eric pour répondre à des points spécifiques dans un deuxième temps. Idaline, tu arrives à activer? Non, On a on dirait que ça autorisé le fonctionne pas. micro. Voilà, c'est bon. Vous avez Je crois que c'est l'activé, bon. voilà. Vous parfait. m'avez donné Merci, les droits Ken. et puis j'ai pris l'option. Merci, c'était super intéressant. Vraiment, et c'est plein de questions qu'on se pose dans le cadre du site Loops dont vous avez déjà entendu parler à plusieurs reprises. Et donc, c'est vraiment chouette. Je me demandais, en fait, si dans l'audience, il y a par hasard des assureurs qui seraient prêts à témoigner de leurs doutes, par exemple, mais très brièvement, mais de dire, OK, tel ou tel point, ça m'a fait réagir, parce que mais nous, on est clairement aussi dans cette question-là maintenant. Pas d'assureur dans l'audience. Mais je pense qu'il n'y avait pas d'inscrit assureur. Maintenant, pour essayer de répondre à ta question, parce qu'on on a quand même recensé pas mal de choses et puis eu des contacts. En fait, il y a des assureurs qui ont pris la question du réemploi vraiment très en main. Il y a déjà un moment, et donc ça les effraie plus parce qu'ils ont l'expérience, ils savent que ça fonctionne bien. Par contre, il y en a d'autres pour qui c'est vraiment quelque chose de totalement inconnu, et là, il va falloir les convaincre. Effectivement, c'est un travail. C'est un travail. C'est une. Il faut acculturer au réemploi, il faut acculturer les assureurs aussi, mais il y a de plus en plus euh, de webinaires, de formations, de choses qui sont vraiment spécifiquement dirigées vers eux aussi. Et donc, je pense que on est vraiment sur la bonne voie. Il y a vraiment un changement qui est en train de s'opérer depuis, allez, je dirais 1 an, voire, allez, deux si on est. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Donc, Merci. Merci, je bon t'en à prie. savoir. Oui. T'en prie. Si pas d'autres questions, je propose de mettre fin au webinaire. Donc, comme l'a dit Marie-Alice, n'hésitez pas à nous faire parvenir des questions par mail. Euh, nos adresses mail sont inscrites dans la présentation que vous allez recevoir. Donc voilà. Si, si ça vous convient, on arrête Très ici. bien. Voilà. Merci. Bonne Eh ben, journée à tout le merci. monde. Merci.